INA Podcast. Salut, c'est Théophile Cossa de l'INA. Bienvenue dans Le Temps de l'Actu, votre podcast pour comprendre le présent. Vos ministres qui viennent aujourd'hui, il aurait fallu qu'ils viennent il y a plus de 20 ans en arrière. Il n'y aurait peut-être pas eu tous ces massacres. C'était en 2019, dans les quartiers nord de Marseille. Un riverain commentait désabusé un déplacement ministériel dans la cité phocéenne consacrée au narcotrafic. Un commentaire qu'on aurait peut-être pu aussi bien entendre début novembre, lorsque Bruno Retailleau et Didier Migaud, respectivement ministres de l'Intérieur et garde des Sceaux, annonçaient lors d'une conférence de presse à Marseille les contours d'un énième plan contre le narcotrafic en France. Et oui, car depuis un mois et demi, les récentes actualités, notamment les fusillades à Poitiers, à Rennes, à Valence, à Sète, à Marseille, ont remis à la une le sujet du narcotrafic. Une problématique qui semble non seulement insoluble, mais aussi en expansion sur le territoire. Alors qu'en est-il vraiment ? Comment lutter efficacement contre le narcotrafic et les violences qui en découlent ? Que penser des nouvelles mesures annoncées ? On en parle avec vous, Diana Villegas, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en droit privé et en sciences criminelles à l'université Panthéon-Assas. Et vous, Violette Lazare, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation au Nouvel Obs, autrice de différentes enquêtes sur le narcotrafic, notamment sur les guerres de gangs qui se jouent à Marseille. Merci à toutes les deux d'être avec moi, hâte d'avoir vos éclairages. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archives, et puis on vous retrouve juste après. Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? Yes needs a no to win. Then the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le Temps de l'Actu. La drogue, les trafics, les règlements de compte, rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous. À Marseille, le narcotrafic arrive dès le début des années 60. Écoutez ce récit d'une des premières saisies de la police. On est en 1963. La brigade des stupéfiants avait été avertie que des trafiquants de nationalité turque tenteraient de faire entrer de l'opium sur le territoire français. S'agit-il de contrebandiers amateurs comme le prétendent les 3 inculpés, ou bien d'une véritable organisation comme le laisse supposer la saisie de 30 kilos d'héroïne au début d'octobre? L'enquête en cours s'efforce de l'établir. La police ne le sait pas encore, mais c'est le début de ce que l'on va appeler la French Connection. Des trafiquants marseillais vont inonder le marché d'héroïne en France et aux États-Unis. Et ça fait du grabuge dans les rues de la cité phocéenne, en proie au règlement de compte, comme en 1973. Récit. Tout s'est passé très vite hier soir sur le vieux port de Marseille. 18h45, 3 hommes garent leur voiture blanche à quelques mètres du bar Le Tanagra. Quelques secondes plus tard, les 3 tueurs sortent tranquillement leurs armes, un pistolet mitrailleur et 2 revolvers, et ouvrent immédiatement le feu. Quelques instants plus tard, 6 victimes, bilan 4 morts et 2 blessés. La drogue, c'est sans doute le mot de début et de fin de cette affaire. On fait un saut dans le temps. Nous voilà maintenant en 1990. Alors est-ce que Marseille a changé ? Pas vraiment. Écoutez la présentation de la ville faite par cette journaliste qui donne le ton. À Marseille, on ne discute pas, on flingue. Ce n'est pas qu'une remarque amère d'un policier de l'anti-gang. Cette nuit encore, le sang a coulé dans la clinique Rosemont. 3 hommes en cagoule ont fait irruption dans le hall pour décharger sur leurs victimes plusieurs balles de gros calibre. Marseille, plaque tournante de la drogue, de la prostitution, du jeu. Les années passent, les habitudes restent. À Marseille, au fil des décennies, les règlements de compte sur fond de trafic de stupes se poursuivent. Ils se font maintenant à la Kalachnikov. Témoignage d'une maman de cité, un jeune de 16 ans vient d'être tué par balle. On est en 2010. Les jeunes là, du quartier se sentent intouchables, on les laisse faire, c'est au vu de tout le monde. Voilà, la drogue elle circule dans la cité, personne ne dit parce que c'est vrai qu'on a peur qu'il y ait des représailles. Vous êtes choqué qu'il puisse y avoir des règlements de compte aux armes lourdes, des armes de guerre ? Choqué, oui, forcément. Et choqué dans le sens que la police, elle fait rien contre, qu'ils savent très bien que ça se passe dans les cités et je comprends pas pourquoi ça bouge pas plus que ça. Pour lutter, il y a bien des plans anti-drogue. En 2010, toujours, le ministre de l'Intérieur s'appelle Brice Hortefeux. Il vient à Marseille annoncer des mesures urgentes et notamment des opérations coup de poing. Et je demande à ce qu'il y ait des opérations systématiques, fortes, régulières de sécurisation des halls d'immeubles et des caves
comme nous l'avons fait dans un certain nombre de départements de notre territoire, et tout récemment encore dans le département de la Seine-Saint-Denis. En 2012, les quartiers nord de Marseille sont classés zone de sécurité prioritaire, mais pour les élus et policiers locaux, la demande reste la même, plus d'effectifs. Il faut arrêter ces opérations coup de poing ou ces opérations spectaculaires, mais avoir un suivi, c'est-à-dire avoir une police de proximité. Dixit Garo Ovzepian, alors maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille. Réponse en 2013 du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Il faut encore amplifier la bataille. Donc c'est ce que j'ai dit à Marseille, c'est les moyens supplémentaires de police que j'ai annoncés, c'est notamment les enquêtes qui doivent se poursuivre, ne surtout pas baisser la garde. Pour autant, le bilan reste lourd chaque année. En moyenne, entre 2011 et 2019, ce sont 20 morts par an victimes de règlements de compte à Marseille. En 2019, justement, nouveau déplacement ministériel. 4 ministres d'Emmanuel Macron sont dans la cité phocéenne pour de nouvelles annonces anti-drogue, mais les habitants n'y croient plus. Ils vont nous vendre quoi? Les ministres vont arriver aujourd'hui pour faire quoi? Des effets d'annonce? Ouais, on va donner ça, pour créer encore, comme je t'ai dit tout à l'heure, un acronyme, encore une section 1, ZZP ou l'acronyme qu'ils vont trouver. Ce nouvel acronyme, ce sera l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant, annoncé en 2019 par Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur. Objectif, mutualiser les services de police, de gendarmerie et de douane en matière de lutte contre les stupéfiants. Jusqu'à présent, les différentes entités travaillaient chacune de leur côté. De quoi changer les choses en profondeur. Extrait du 20h de France 2 en novembre 2022 cette fois. Écoutez. Des kilos d'héroïne saisis à Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron. Tir et règlement de compte à Cavaillon. Coup de filet à Nersac, près d'Angoulême. Impressionnante saisie dans une petite ville à côté d'Orléans. Selon la police judiciaire, le trafic de drogue gagne du terrain et s'implante au fil des mois dans les villes moyennes. Un trafic désormais inscrit dans le paysage français. De la drogue et des trafics plus seulement dans les grandes villes françaises, mais partout sur le territoire, qui donnent lieu à des règlements de compte de plus en plus violents. On l'a vu à Poitiers le 31 octobre dernier. Plusieurs centaines, je dis bien centaines de personnes, pour l'essentiel mineurs, impliquées dans une fusillade sanglante. De quoi faire réagir le gouvernement qui a annoncé le 8 novembre dernier des mesures. Alors quelles sont-elles? Comment endiguer le phénomène? Y a-t-il une explosion du narcotrafic en France? On en parle avec vous, Diana Villegas, et vous, Violette Lazare. Alors déjà, pour commencer, peut-être une réaction au récit qu'on vient d'entendre, Violette Lazare? Ben oui, c'est assez évident. En fait, ce qu'on voit, c'est que rien ne change véritablement. C'est-à-dire que les ministres de l'Intérieur se succèdent, annoncent des plans avec, j'ai bien aimé la petite remarque sur un nouvel acronyme, ouais. Qui change absolument rien, si ce n'est un petit peu nommer le problème, pourquoi pas, et pour pouvoir mieux l'identifier. Mais on voit bien que toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant n'ont pas servi à grand-chose et que le problème reste le même et à la fois s'aggrave aussi. Diana Villegas. Oui, on constate qu'il y a une trajectoire du trafic des drogues et des violences qui accompagnent les trafics des drogues. Des mesures ont été mobilisées, mais restent insuffisantes puisque ce phénomène de criminalité organisée est complètement exponentiel, il est dynamique. Donc, je pense qu'il faudra prendre la mesure de ce qu'on appelle la menace de haute intensité. C'est très fort, vos termes. On va revenir ensemble sur les mesures annoncées en novembre 2024 par le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux pour lutter justement contre ce narcotrafic. Cause nationale, ce sont leurs termes. Mais d'abord, j'aimerais qu'on fasse un état des lieux de ce narcotrafic aujourd'hui en France. Et si je vous écoute toutes les deux, j'ai entendu exponentiel, Diana Villegas. Ce narcotrafic est aujourd'hui exponentiel en France? Oui, on compte en fourchette entre 3 et 6 milliards de bénéfices pour ce trafic. On voit qu'il est exponentiel par rapport à ce qu'on a vu il y a 20 ans. Et aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une banalisation du système en place. Violette Lazare, vous le constatez aussi, peut-être sur le terrain? Oui, alors moi ce que je dirais par exemple pour une ville comme Marseille, il y a une intensification, mais finalement la violence qu'on constate aujourd'hui, moi j'ai commencé à travailler sur ces sujets il y a 15-20 ans, donc je parle vu de ma fenêtre à moi, les violences étaient les mêmes. Moi je me souviens qu'un des premiers reportages où j'étais allée sur le terrain, c'était un jeune lycéen de 16 ans qui avait été attendu à la sortie de son lycée, séparé de ses copains pour être fusillé sous leurs yeux. Donc en fait, quand on parle de violence extrême, elle a toujours existé. Je veux dire, elle n'est pas d'aujourd'hui.
aujourd'hui. Ce qu'on peut peut-être dire, moi ce que je constate, c'est que cette violence, elle gagne des villes moyennes, voire des petites villes, et qu'il n'y a plus aucun endroit en France qui est épargné. Enfin, c'est peut-être pas exact de dire plus aucun, mais en tout cas des lieux qui ne l'étaient pas du tout sont aujourd'hui concernés par cette violence, et des villes auxquelles on ne s'y attendait pas du tout. Il y a, je sais pas, Montargis, Nantes, Rennes, Besançon, après tout ce qui est dans le sud, Nîmes, Sète, enfin c'était des villes qui étaient absolument pas concernées par un trafic de grande ampleur. On allait plutôt dans les grandes villes pour se ravitailler. Le nombre de consommateurs je ne sais pas s'il a été multiplié par 3, multiplié par 4, par 10. Les études n'existent pas véritablement, mais il est lui aussi exponentiel, hein, forcément, le trafic l'est. Et il n'y a plus aucune ville qui est épargnée. Sur la consommation, vous parlez des consommateurs. Est-ce qu'on a un état des lieux sur les produits, notamment, Diana Villegas ? Oui, on estime qu'il y a à peu près 800 types de produits qui circulent en Europe et en France, entre une trentaine et 40 types de produits différents. Évidemment, les produits les plus sollicités sont la cocaïne, les cannabis, la résine de cannabis et on voit un tout petit peu des fentanyl qui commencent à arriver et évidemment la diversification l'utilisation des drogues de synthèse. Le fentanyl, pour préciser aux auditeurs, c'est une drogue dérivée d'un médicament qui fait des ravages aux États-Unis, c'est ça ? Oui, effectivement. Donc on voit qu'il y a un problème de santé publique très très fort aux États-Unis. On ne l'a pas encore en France. On voit que ça tarde à arriver, mais on commence à avoir des petites portion de ça. Je reviens sur les violences et sur Marseille. 49 morts recensés à Marseille en 2023, c'est un record. Et puis on arrive à cette fusillade survenue à Poitiers le 31 octobre dernier, avec plusieurs centaines de jeunes impliqués. Et donc vous le dites, ces violences, elles sont en explosion. J'aimerais qu'on fasse un petit point sur cette expression qu'on entend un petit peu dans le débat actuel. La France est en voie de mexicanisation. Qu'est-ce qu'on en pense de cette petite phrase ? Moi, je dirais que c'est un peu exagéré de parler de mexicanisation dans l'essence de la France. On voit qu'il y a une violence qui est constante, qui se développe. Mais par rapport à ce qu'on a vu dans l'Amérique latine, notamment en Colombie et en Mexique, on est encore loin. Violette Lazare ? Ça n'a absolument rien à voir. On ne peut pas comparer le Mexique et la France et Marseille. C'est quand même des corps qui jonchent les bords des autoroutes. C'est des milliers de personnes qui disparaissent. C'est sans commune mesure avec ce qu'on vit. Après, si ce terme participe à une prise de conscience d'une réalité qui a quand même été longtemps occultée, c'est sans doute pour cette raison que les politiques l'utilisent. Et puis il y a aussi une récupération politique de ce phénomène. Il faut pas... Bien sûr. J'aimerais aussi rajouter une autre problématique à ce sujet. Je vous propose d'écouter ce jeune dealer interrogé par France 2. C'était en 2002. C'est nous qu'on fait tout, parce qu'on a moins de risques. On est mineurs, on n'aura presque rien. C'est nous juste qu'on fait la transaction. Sinon, ils s'occupent de tous les grands. Parce que nous, on n'a pas peur. On s'en fout de prison, tout ça, nous. Vous l'entendez, un dealer, il est mineur. C'était déjà il y a plus de 20 ans. C'est un phénomène qu'on continue d'observer, ça, des acteurs du narcotrafic de plus en plus jeunes en France. Je rappelle que toutes les victimes de la fusillade de Poitiers le 31 octobre étaient mineurs. Je pense qu'au niveau de tout ce qu'on appelle les dealers, charbonneurs, guetteurs, il y a toujours eu des adolescents très jeunes qui étaient utilisés. Pourquoi ? Pas forcément parce qu'ils n'allaient pas partir en prison, juste parce qu'on les paye moins cher, qu'ils n'ont pas conscience du danger, qu'ils se croient un petit peu intouchables. Non, ce qui est plutôt nouveau, c'est la jeunesse des jeunes qui sont utilisés comme tueurs, en fait, pour se venger du gang concurrent. Et ça, c'est un phénomène qui a juste 2 ans à peu près, et qui est très inquiétant. État des lieux assez sombre qu'on vient de faire. Alors on en arrive justement à ces mesures annoncées par les ministres de l'Intérieur et de la Justice il y a un mois, c'était le 8 novembre, pour lutter contre ce narcotrafic. Alors je précise qu'au moment où nous enregistrons cet épisode, Bruno Retailleau et Didier Migaud sont encore respectivement ministres de l'Intérieur et garde des Sceaux. Est-ce qu'on peut les détailler, ces mesures, Diana Villegas et Violette Lazare ? Alors ces mesures essaye d'embrasser toutes les difficultés qu'on a vues, les rajeunissement de la population, l'augmentation du trafic et les difficultés qui font les services d'enquête et tous les volets judiciaires pour faire face. Donc on peut dire qu'ils essayent de proposer une espèce de transversalité du traitement de la criminalité organisée, c'est-à-dire de prendre en compte que c'est effectivement un trafic, mais qui va toucher d'autres points comme la cybercriminalité et la criminalité financière. Donc ils essayent de voir un volet un peu plus global. C'est cette idée de créer un parquet national
antidrogue, initialement par la Commission, mais par la proposition qui a été modifiée, c'est un parquet national des criminalités organisées, qui a une tendance à être plus global dans les traitements des mesures. Il y a d'autres mesures que vous aurez détaillées. Vous allez nous détailler ce parquet national antidrogue pour qu'on comprenne bien ce que ça voudrait dire. J'ai lu aussi également un magistrat de liaison à Bogota, par exemple, c'est une des options sur la table. Le jugement des crimes en bande organisée par des cours d'assises spéciales, de nouveaux moyens, évidemment. Toucher également aussi les narcotrafiquants au portefeuille, on va y revenir. Peut-être faire un zoom sur l'annonce phare de la création d'un nouveau parquet. Qu'est-ce que ça veut dire créer un nouveau parquet anti-drogue ou un nouveau parquet anti-criminalité pour qu'on comprenne bien ? En fait, c'est très simple. Ça permettra à des magistrats d'avoir connaissance de toutes les enquêtes qui sont liées à des trafics de stupes de grande ampleur. Ça veut dire un peu ce qu'on appelle en langage le haut du spectre. C'est-à-dire que tout ce qui est un trafic international de cocaïne ou de cannabis, dès qu'il y aura une enquête qui sera lancée ou les premières interpellations, tout sera diligenté depuis un parquet qui est basé à Paris et qui a une vue sur tout l'Hexagone. C'est en fait un peu un copier-coller du parquet anti-terreau, le PNAT, qui a légitimité dans toutes les enquêtes liées au terrorisme. Donc ça leur permet d'avoir une vue d'ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils sont saisis de toutes les enquêtes, mais ça permet de faire des liens. Ça permet éventuellement de lancer des enquêtes financières qui sont aujourd'hui un peu le gros trou dans la raquette de la lutte anti-drogue. Il y a très peu d'enquêtes liées au blanchiment. Il y a très peu de saisies d'avoirs criminels quand on regarde l'argent qui est engendré par le trafic de stupéfiants. Donc voilà, c'est un peu d'avoir un chef de file au niveau des enquêtes judiciaires. Ça peut avoir un effet immédiat ou rapide sur le narcotrafic en France. Ça peut permettre d'endiguer un petit peu le phénomène, là, la création d'un parquet comme ça, où c'est un peu symbolique. J'ai entendu qu'à un moment, on se posait la question de l'implanter à Marseille. Moi, je pense que cette mesure à elle seule, elle ne peut pas suffire à endiguer le narcotrafic. C'est un peu un ensemble de mesures, toutes celles qui ont été annoncées, qui peuvent permettre de faire avancer les choses. Avec une augmentation des moyens humains affectés à la lutte contre la drogue, un renforcement de l'OFAST qui serait effectivement un peu le chef de file aussi des enquêtes et qui centraliserait et coordonnerait les enquêtes. C'est un ensemble, en fait, de mesures qui peut améliorer les choses. Le parquet national à lui seul, je pense que c'est juste c'est un maillon de la chaîne. Également invoqué, et vous l'avez cité, l'idée de toucher les narcotrafiquants au portefeuille. Alors là, c'est la grande question, c'est comment ? Bien souvent, je crois que les têtes de réseau gèrent leurs affaires depuis l'étranger, à Dubaï ou ailleurs. Comment est-ce qu'on peut mieux lutter contre le blanchiment d'argent, par exemple ? Parce que, vous l'avez dit, on parle de millions, voire de milliards d'euros qui s'évaporent dans la nature. Diana Villegas ? Oui, une des mesures qui, en tout cas, aussi est sur la table, c'est le renforcement de la coopération internationale et le développement des magistrats de liaison, une proposition aussi d'un nouveau magistrat au niveau de l'Europe sur les thèmes des criminalités organisées. Donc, effectivement, je pense que c'est un terrain sur lequel il faut travailler. Il faut prendre conscience que la criminalité organisée est une grande partie des niveaux transnationaux. N'a pas de frontières. Et qui n'a pas de frontières, qui a un volet très transversal aussi, et sur lequel on a resté avec une vision très locale. Et aujourd'hui, on a vocation à envisager une perspective un peu plus internationale. Violette Lazare, pour lutter contre le blanchiment, pour taper les narcotrafiquants au portefeuille ? Il y a deux volets. Il y a un volet quand même où il y a de l'argent qui est investi en France. On le voit là récemment à Marseille. Il y a de plus en plus d'investissements dans des commerces. Il y a de plus en plus de commerces qui sont rackettés aussi. Ça, c'est les deux volets. Mais donc, je pense qu'il y a un volet en France, mais le point stratégique, le trou noir aujourd'hui, c'est vraiment à l'étranger, notamment à Dubaï. Moi, je suis partie en reportage il y a quelques mois, où la plupart des narcotrafiquants, en tout cas ces dernières années, même si c'est un peu en train de changer, investissent des milliards d'euros dans l'immobilier et qui sont aujourd'hui intouchables pour la France. Donc il y a un magistrat de liaison qui a été nommé là-bas pour améliorer justement la coopération judiciaire. Mais en fait, le problème, c'est que c'est des pays qui sont aussi corrompus. Les narcotrafiquants ont une puissance corruptive infinie, et des narcotrafiquants français qui étaient installés là-bas, qui étaient identifiés là-bas, qui ont même été interpellés là-bas, ont réussi à prendre la fuite grâce à un niveau de corruption
à la fois locale et même au niveau d'Interpol qui leur a permis de faire lever la notice rouge qui permet de les interpeller en fait s'ils prennent l'avion et ils ont pu s'enfuir de Dubaï. Non mais j'explique ça paraît un petit peu compliqué mais c'est pour qu'on se rende compte en fait de la puissance qu'ont acquis les plus gros narcotrafiquants aujourd'hui. Du coup, j'ai une question un peu cash, pardon, mais est-ce qu'on peut encore changer les choses? Est-ce qu'on peut encore lutter contre ce fléau ou bien l'État a définitivement perdu la bataille du narcotrafic? Parce que j'entends, hein, vous le disiez tout à l'heure, force est de constater que malgré tous les précédents plans anti-stup, la situation en France s'est pas améliorée. Je suis pas capable de dire si on a perdu la guerre ou pas, c'est pas à moi de le dire. Hein. Certains magistrats marseillais le pensent. Ils l'ont dit lors de la commission d'enquête sur le narcotrafic au Sénat et se sont fait rabrouer par le ministère de la Justice de l'époque, Éric Dupond-Moretti. Voilà, ça c'est un fait, un constat. Par ailleurs, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que tous les plans qui sont envisagés depuis 10 ans, 20 ans, comme on l'entendait, sont envisagés simplement sous l'angle de la répression. Il n'y a aucun volet, par exemple, sanitaire. Le ministère de la Santé n'a pas du tout été associé à ce nouveau plan. Ça, c'est une critique qui est faite de la part des observateurs. Oui, il y a le trafic de drogue augmente, mais il y a des consommateurs. Donc les consommateurs, à un moment, ils sont absolument jamais pris en compte, sauf sous l'angle de la verbalisation, et ça reste une verbalisation qui est quand même minime et qui va pas les dissuader. Je veux dire, si on est addict à une drogue, on va pas s'arrêter parce qu'on a payé une amende de 50 €. Donc ça, c'est un volet, par exemple, qui est pas du tout étudié. Le volet social aussi. Pourquoi ces jeunes dealers qui sont dans la rue moi, j'avais rencontré, par exemple, une juge pour enfants à Marseille. C'était très intéressant ce qu'elle me disait parce qu'en étant juge pour enfants, elle s'occupait à la fois de l'enfance en danger et à la fois de l'enfance délinquante, on va dire. Et elle voyait dans son cabinet défiler des jeunes enfants qui étaient dans des familles dysfonctionnelles, qui étaient placés, qui étaient face à de multiples problèmes d'ordre sociaux et qui, 2, 3, 4 ans plus tard, revenaient dans son bureau, mais comme dealers. Et là, elle les condamnait. Je veux dire, donc il y a aussi une réponse sociale à apporter à ce phénomène. Et ça, c'est des volets qu'on n'a pas entendus. Hein. Quand on entend les ministres, ils ne parlent pas de ces aspects-là. Diana Villegas, est-ce qu'on a perdu la guerre définitivement? Alors, moi, il me semble qu'il ne faut pas baisser les bras. Et on est encore à un bon stade pour réagir et prendre les bonnes mesures. Et j'aime pas parler des guerres et d'utiliser les termes guerriers pour mener l'étude et le travail dans cette perspective, parce que ça nous amène dans une logique des combats. Et je pense qu'il faut bien évidemment revoir les mesures et donner tous les moyens à la chaîne pénale, mais évidemment intégrer la partie des préventions, d'éducation en matière de sensibilité citoyenne et démocratique par rapport à un sujet qui nous touche à tous, hein, finalement, parce qu'on est tous confrontés à ça. Travailler sur un volet transversal, en tout cas. Pas uniquement pénal, répressif et financier, mais toucher tous les points, puisque on l'a vu, ce sont des organisations complètement diffuses et transversales. Justement, il y a un point que j'aimerais voir avec vous et qui a un lien avec ces consommateurs dont vous parliez. Pour ça, j'aimerais qu'on écoute un dernier document. Cette vente décomplexée représente un véritable danger pour les mineurs, très présents sur les réseaux sociaux. Les musiques entraînantes et les couleurs vives participent à la banalisation de produits psychoactifs. Face à la concurrence, ces trafiquants nouvelle génération ont emprunté les codes de la grande distribution. Du Black Friday à la Saint-Valentin, en passant par la traditionnelle loterie, des promotions sont proposées toute l'année pour attirer les clients. Le trafic de stupéfiants s'inscrit dans son époque et se passe maintenant sur Internet et sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a les armes pour lutter contre ces nouvelles façons de faire du deal? Est-ce que dans le nouveau plan anti-stup ou dans les mesures un peu qui ont été avancées sur la table, est-ce qu'on a pris en compte ces nouvelles méthodes de trafiquer? Violette Lazare, je voyais faire la moue. Oui, je pense que c'est quand même un volet qui est extrêmement difficile à atteindre pour tout le volet répressif. Ne sait pas comment gérer cette espèce de... C'est devenu de l'Uber-drogue, quoi. Je veux dire, on commande sur Internet, on passe un petit coup de fil. Les trafiquants, se planquent derrière... une dizaine de paravents. On a la personne qui va donner la drogue, à la personne qui va la livrer. La personne qui va la livrer, c'est quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire, qui est étudiant, qui a besoin d'argent, qui va se servir de sa voiture, à qui on va donner un téléphone en fait qui va servir qu'une seule fois et qui va livrer 5 personnes dans la journée. Et si cette personne se fait arrêter, elle ne sait même pas qui est le commanditaire. Donc en fait, elle peut fournir absolument aucune information. Donc il y a une organisation, il y a une professionnalisation en fait du trafic et
extrêmement élaboré. Donc lutter contre aujourd'hui... C'est vider un océan à la petite cuillère. Alors, l'ancienne chef de l'OFAST, Stéphanie Charbonnier, qui était la première à diriger cet office, disait toujours quand on allait la voir, je veux bien que vous écriviez tout sauf... Elle est là pour vider la mer à la petite cuillère. Elle détestait cette phrase. Alors désolé pour elle. Donc si on résume à quoi pourrait ressembler ce nouveau plan antidrogue, s'il arrive, je dis bien s'il arrive devant l'Assemblée et le Sénat début 2025, Diana Villegas, Violette Lazare, si on résume les grandes lignes. Un traitement transversal du trafic des drogues et en envisageant toute la chaîne pénale et une centralisation, une hiérarchisation des structures, notamment avec un redimensionnement de l'OFAST et ensuite cette création d'un nouveau parquet national qu'on attend. On voit quel nom on va porter. Oui, c'est ça, centralisation des enquêtes, augmentation en moyens humains, plus grande latitude donnée aussi aux enquêteurs, donc pour élargir un petit peu leurs techniques d'enquête vers des techniques qui sont plus invasives, et puis tout un volet accompagnement par une amélioration du programme des collaborateurs de justice, donc amélioration de ce qu'ils appellent les sources humaines. Un sujet lourd dont on n'a pas fini d'entendre parler. Merci Diana Villegas d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en droit privé et en sciences criminelles à Assas. Et merci Violette Lazare, journaliste d'investigation au Nouvel Obs et ancienne d'Assas, je le précise. Et merci à vous, auditeurs. Vous êtes de plus en plus à nous écouter. Merci infiniment. Si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Salut et à la semaine prochaine.